Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous écoutez Trait d'Union, un podcast qui parle d'Union européenne. Je suis Audrey Vuettas, journaliste pour la télévision, mais cette fois-ci, j'ai décidé de me mettre à l'audio pour vous faire partager l'Union européenne et ses coulisses. Pour beaucoup, l'Europe est hors sol bureaucratique, voire ennuyeuse, c'est un peu vrai, mais je veux aussi tenter de vous montrer qu'elle est présente partout et qu'elle peut avoir une influence sur votre quotidien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un mouvement politique un peu particulier qui s'appelle Volt Europa. Pour être totalement honnête avec vous, même si je suis journaliste, je n'en avais jamais entendu parler avant récemment. Peut-être que vous non plus, alors nous allons le découvrir ensemble. En mars dernier, il y a eu des élections législatives aux Pays-Bas. Le parti libéral VVD, celui du Premier ministre Mark Rutte, est arrivé en tête, mais il y a aussi eu des surprises. Avec notamment le très bon score du parti centriste pro-européen Démocrate 66, ou D66, et l'arrivée d'un petit nouveau. Oui, le suspense n'est pas terrible, c'est Volt Europa, pro-européen lui aussi. Aux Pays-Bas, le scrutin est à la proportionnelle. Avec 2,4% des voix, Volt a donc intégré là-bas le Parlement, avec 3 députés. 3 seats in Parliament. 3 seats in Parliament. I can't stress it enough. 2.5% of the votes. This is an amazing result. Ça, c'était un petit extrait des vidéos de félicitations publiées sur le site de Volt. Alors vous allez me dire, ils ont l'air très heureux, mais bon, 3 députés sur les 150 que compte la Chambre, c'est pas très lourd. C'est vrai, mais pour citer une chanson connue pour eux, ça veut dire beaucoup, surtout quand on est un parti né en mars 2017. Pour se remettre dans le contexte, repartons quelques années en arrière. Le 23 juin 2016 précisément. Les cris de joie que vous entendez, ce sont ceux des Brexiteurs au Royaume-Uni, car le pays vient de décider de quitter l'Union européenne. 51,9% contre 48,1% pour le Remain. Je pense qu'on peut dire que beaucoup ne l'ont pas vu venir celle-là. Les pro-européens notamment sont un peu sonnés. Les Britanniques, par référendum, ont décidé de quitter l'Union européenne. C'est un choix douloureux et je le regrette profondément. Oui, vous avez reconnu le président François Hollande. Mais 2016, c'est aussi la montée des partis eurosceptiques. Celui de Marine Le Pen en France, celui de Matteo Salvini en Italie, ou celui de Geert Wilders aux Pays-Bas, justement. Mais si seulement l'un d'entre nous arrive à ses fins, il portera l'espoir des autres. N'envisageons pas ce scénario, nous y arriverons tous. Ça, c'était Marine Le Pen. Dans ce contexte, une Française de 25 ans, Colombe Cahen Salvador, un Italien de 27 ans, Andrea Venzone, et un Allemand de 31 ans, Damian Boslager, oui, c'est presque l'auberge espagnole version politique, eh bien ces trois-là décident de créer le parti Volt Europa pour redynamiser l'Europe et peut-être même être un électrochoc, si on s'arrête sur leur nom. Charles est l'actuel président de Volt France. Il nous raconte l'histoire de la création. On voulait proposer une alternative aux partis traditionnels dont on a l'habitude, pro-européenne, pragmatique aussi, pas totalement dans l'idéologie et le dogmatisme qu'on peut trouver dans certains partis, et surtout pan-européen. Et c'est ça qui nous différencie vraiment des autres partis qu'on peut trouver dans tous les pays européens. Pan-européen, ça veut dire qu'ils veulent être présents dans tous les pays d'Europe. C'est différent d'un parti traditionnel. Prenons par exemple les LR, qu'on ne retrouve pas sous ce nom, ni même sous cette forme, au Luxembourg ou en Espagne. Ce sont effectivement des jeunes gens qui n'étaient pas investis en politique, qui n'avaient pas d'ambition politique, enfin en tant que candidat à des élections, et qui ont éprouvé une forme d'accablement face d'un côté au Brexit, d'un autre côté à la montée de l'euroscepticisme et aussi à la timidité des familles de partis traditionnels sur les questions européennes. Lui, c'est Olivier Costa, directeur de recherche au CEVIPOF à Sciences Po, politologue et surtout
le spécialiste des partis européens. Dans les années, on va dire à la fin des années 90, dans le contexte de la préparation de l'élargissement de l'Union européenne, ces grandes familles de partis politiques, de manière à pouvoir accueillir les partis frères des pays d'Europe centrale et orientale, ont tempéré beaucoup leur discours européen. Le calcul était le suivant: on veut pas que ces partis-là, qui sont pas forcément férocement très pro-européens, se mettent à siéger dans des groupes indépendants au Parlement européen. On veut les accueillir dans les groupes politiques traditionnels. Et le prix à payer pour ça, c'est de modérer un petit peu notre discours pro-européen. Et donc voilà, les gens de Volt ont fait ce diagnostic-là en se disant: à quoi bon aller militer au Parti socialiste européen s'ils sont pas sûrs d'aimer l'intégration européenne? Donc on va recréer une autre initiative, un autre parti qui clairement dit: nous sommes pro-européens, nous pensons qu'il faut plus de politique européenne et que les solutions aux problèmes que rencontrent les États membres de l'Union européenne sont à l'échelle supranationale. Le portrait que dresse Olivier Costa, c'est typiquement celui de Charles, le président de Volt France. J'ai jamais vraiment été engagé dans la politique avant d'avoir rejoint Volt. Voilà, j'ai toujours voté aux élections comme pas mal de gens, mais je n'étais jamais vraiment militant au sein d'un parti. J'ai grandi au Royaume-Uni au départ, je suis né là-bas. J'ai vu la montée la montée de l'extrême droite avec le UKIP et puis le référendum du Brexit, qui a été vraiment, à mon avis, un désastre pour le Royaume-Uni. Et puis, je me suis dit que si on veut protéger l'Europe, il faut qu'on s'engage. La construction européenne, elle ne va pas se faire toute seule. Et puis, en même temps, j'ai vu ce mouvement de gens qui viennent de toute l'Europe, qui voulaient vraiment faire bouger les choses, qui ont des grandes idées, mais en même temps qui ne sont pas non plus dans l'utopie et qui comprennent que cette construction européenne, elle va se faire petit à petit. Et donc c'est pour ça que je les avais rejoints. Les idées sont là, les envies aussi, mais fonder un parti pan-européen, c'est loin d'être simple en fait. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils s'affrontent à une législation qui n'est pas vraiment faite pour les partis pan-européens. Alors c'est une discussion qui existe depuis longtemps. Donc en gros, l'histoire, c'est que le traité de Maastricht en 93 a reconnu la contribution des partis européens à la démocratie dans l'Union, qu'un peu plus tard, en 2003-2004, on a adopté un règlement qui donne une existence juridique aux partis politiques européens et qui leur permet des financements. Mais en fait, c'est pas tellement pour des partis européens, mais plus pour des fédérations de partis nationaux, qui sont les familles traditionnelles du Parti socialiste européen, du Parti populaire européen, etc., etc. On a une dizaine de partis aujourd'hui qui sont en fait des fédérations de partis nationaux qui se regroupent par famille politique, plus ou moins sur le modèle des groupes politiques qui existent au Parlement européen. Volt, lui, a une autre démarche parce qu'il se veut un parti européen qui existe à l'échelle européenne, dont la structure, dont les organes sont européens avant tout, avec un programme qui est européen. Mais pour arriver à exister dans le contexte politique existant, que ce soit pour les élections européennes ou pour des élections nationales ou locales, ils sont obligés de s'enregistrer en tant que parti national, ce qu'ils ont fait dans un certain nombre de pays européens, d'ailleurs pas tous. Même si le mouvement se veut unique pour toute l'Europe, la législation le contraint à repartir de la base et à s'enregistrer dans chaque pays, un à un. Pour l'instant, Volt est présent dans 30 pays d'Europe et dans 12 d'entre eux seulement, il est un vrai parti politique avec des statuts enregistrés. Chaque déclinaison par pays est appelée un chapitre. Pour donner un exemple concret, notre chapitre en Roumanie vient d'être créé très récemment et au niveau juridique, ça a été bloqué très longtemps. Le parti vient d'être créé cette année parce que pendant des mois et des mois, ils considéraient que le fait de créer un mouvement transnational, ça allait à l'encontre de la souveraineté nationale de la Roumanie. Être un bébé parti n'a pas empêché Volt de tenter sa chance aux élections européennes de 2019 et de faire élire un premier eurodéputé, Damian Boslager. Oui, pour ceux du fond, c'est bien l'un des fondateurs qui siège avec les Verts. C'est lui que vous entendez dans l'hémicycle du Parlement. We can't defend our national interests because national interests are European interests, and that is, I think, important to understand. Mais le parti sous étendard violet se présente aussi aux élections locales dans chaque pays, à toutes les élections locales. Si on veut vraiment réformer l'Europe,
On ne peut pas seulement se présenter aux élections européennes, comme l'ont fait par exemple certains mouvements pro-européens dans le passé, mais si on veut vraiment changer l'Europe, il faut se présenter à tous les niveaux, parce que finalement, tous les niveaux ont un impact direct ou indirect sur l'Europe. L'exemple le plus évident, c'est la politique nationale, où finalement, via le Conseil, par exemple, le niveau national a un énorme impact sur le niveau européen, même d'ailleurs probablement plus d'impact sur le niveau européen que les élections européennes. Pour en savoir plus sur ce fameux Conseil européen qui réunit tous les dirigeants des 27 États de l'Union, je vous renvoie aux épisodes 1 et 2 du podcast. En France, Volt s'est déjà présenté au municipal. Et cette année, il remet le couvert avec les élections régionales. En Île-de-France ou en Bretagne, par exemple, au sein d'une coalition qui regroupe un ancien du PS, La République En Marche et le MoDem notamment. C'est là qu'on s'en mêle un peu les pinceaux, pour placer Volt sur l'échiquier politique, car souvenez-vous, le premier eurodéputé siège au Parlement avec les Verts. La définition de Volt est compliquée, mais je dirais que c'est presque dans la nature du parti. À partir du moment où c'est un parti qui est issu de la démarche de gens qui ne se reconnaissent dans aucun des partis existants, par définition, il n'est pas facile pour eux de dire où ils se situent sur la carte politique et de trouver des alliés, notamment au Parlement européen. Alors Volt se définit comme un parti centriste de centre-gauche. On a pu aussi faire le rapprochement avec des partis politiques comme La République En Marche, par le côté un peu, on dirait disruptif, c'est-à-dire un parti qui veut essayer de renouveler la vie politique par son mode de fonctionnement, par une espèce de diagnostic sur la vieille politique qui serait arrivée à bout de souffle. Et ensuite, dans les configurations nationales, il s'allie avec qui veut bien, et aussi, ça dépend beaucoup de qui sont les gens qui représentent le parti à l'échelle nationale. Et la Volt est une structure beaucoup trop légère pour avoir le moindre contrôle sur les stratégies que vont aller déployer les membres à l'échelle nationale. Tant que Volt sera un peu tout seul à être un vrai parti transeuropéen sur la scène politique nationale, on aura du mal à le situer, parce que en politique, on se situe toujours par rapport à ses adversaires et ses alliés, et pour l'instant, ils sont un peu obligés de bricoler. Bricoler pour exister. Bon, sur le papier, Volt a quand même des lignes directrices. Déjà, chacun des 25 000 adhérents a une voix, un vote. Ensuite, il y a un programme commun pour les élections européennes. Et pour le reste, on se base sur ce qu'on appelle le mapping of policies. Donc c'est un peu une encyclopédie qui est votée par tous les membres européens, qui décide un peu de nos principes, de nos valeurs et notre politique un peu plus pratique dans certains domaines, et qui décide finalement de quelle est notre politique vis-à-vis du nucléaire, ou quelle est notre politique vis-à-vis de la défense ou de l'immigration ou n'importe quoi d'autre. 30 pays à mettre d'accord sur les lignes directrices. Quand on voit comment l'Europe patine pour arriver à une position commune, ça laisse rêveur. Alors c'est quoi leur secret à Volt ? Déjà, on ne fonctionne pas à l'unanimité. Un petit tacle, les 2 pieds levés à l'Union européenne qui, elle, fonctionne à l'unanimité sur les sujets les plus importants. Souvenez-vous de l'épisode sur le Conseil européen et des 4 jours et 4 nuits qu'il a fallu pour trouver un accord sur le plan de relance. On a un peu un conseil des responsables des différents pays pour pouvoir discuter en tant qu'égaux, peu importe si on est le représentant de l'Allemagne ou le représentant de l'Estonie. Mais ensuite, on fonctionne à la majorité, et donc si la majorité des membres veulent qu'on ait une réforme qui pourrait potentiellement aller à l'encontre des intérêts d'un seul pays, mais qui est dans l'intérêt de l'Europe, un peu comme ce qu'on pourrait trouver en France ou au niveau national dans n'importe quel pays, des fois c'est nécessaire d'avoir un sacrifice au niveau d'un pays pour le bénéfice des autres. S'ils arrivaient au pouvoir, c'est d'ailleurs l'une des principales mesures que les membres de Volt voudraient mettre en place, la fin de l'unanimité. Autre point important, l'écologie et la réforme des institutions, car même s'ils sont pro-européens, pour les membres de Volt, il y a pas mal de choses à changer. Ils veulent plus de pouvoir pour le Parlement et qu'ils puissent proposer des lois. Quand on voit les critiques que peuvent faire certaines personnes vis-à-vis de l'Union européenne, je pense que c'est important de quand même les entendre et de reconnaître le fait que finalement, on pourrait avoir plus de démocratie au niveau européen. Et pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi est-ce que
on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait une vraie démocratie au niveau de la façon dont on choisit la commission, comme le font quasiment toutes les démocraties qu'on peut trouver en Europe. Voilà pour les grandes lignes de ce parti violet que vous apercevrez peut-être aux élections régionales ou aux législatives l'an prochain. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le commenter ou à lui mettre plein d'étoiles. Ça aide pour le faire connaître et pour parler plus d'Europe. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.